Avant de pouvoir regarder cette vidéo, je vais vous demander de me scanner votre passe sanitaire. Et oui, bienvenue en 2021, en France. Une époque où on crache sur ceux qui ont aidé, sur ceux qui ont tenté de faire de leur mieux, sur ceux qui se sont privés, sur ceux qui ont travaillé avec du matériel périmé, par exemple, des gants périmés depuis 2005, pour ceux qui ont vu des collègues s'enrouler dans des sacs poubelles parce qu'ils n'avaient rien d'autre, au plus fort de la crise, de la première vague. Pour ceux qui aujourd'hui ne mettent pas forcément, comme moi, en doute l'efficacité du vaccin, mais qui n'aiment absolument pas et qui ne sont absolument pas d'accord avec la manière avec laquelle on nous l'impose. Alors c'est bien beau de cracher sur les soignants, de dire que c'est un joli paradoxe d'être un soignant et d'être contre le vaccin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les soignants ne sont pas forcément contre le vaccin, comme moi je l'ai dit, mais peut-être parce qu'on a vu comment la crise était gérée de l'intérieur, comme on nous a obligés à travailler avec du matériel périmé. Oui, on a le droit de se poser des questions et de douter quand on voit comment la crise a été gérée. Ce qui ne fait pas forcément de nous des anti-vaccins. Moi, je ne suis pas a priori contre le vaccin, je pense que même je me serais fait vacciner tôt ou tard. Oui, on craint parce qu'on n'a pas forcément énormément de recul et que le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid, mais de développer des formes graves et que ça ne tombe pas dans les poumons et qu'on fasse des formes graves. Mais ce chantage au salaire est absolument ignoble. Parce que oui, moi je ne peux pas me permettre de perdre mon travail. J'ai un loyer comme tout le monde, j'ai une famille à nourrir. J'ai une fille, j'ai une femme, j'ai moi-même. Je ne peux même pas me permettre d'avoir un jour de mise à pied, un jour de carence dans mon salaire. Donc je vais être obligé de me vacciner par la contrainte, par le chantage au salaire en France en 2021. Voilà, cette vidéo va partir un petit peu dans tous les sens. Je ne sais pas franchement ce que ça va donner. J'ai besoin de prendre un peu de recul, de digérer un petit peu tout ça. Sans transition, passons. J'ai acheté un petit... Enfin, on m'a donné un petit meuble ABCD. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, le petit meuble, là. Faites pas gaffe au bordel. J'ai pu ranger un petit peu mes VCD. Donc voilà, ma collection prend forme de jour en jour. Petite pause quand même pour vous annoncer que... Ouais, je vous avais prévenu que ça allait partir dans tous les sens. Mais revenons au sujet principal de la chaîne, à savoir le cinéma. Et on commence avec deux énormes purges que j'ai vues très récemment. On va commencer par Bloody Milkshake qui est disponible au cinéma mais que je vous interdis formellement d'aller voir si vous aimez le bon goût et le cinéma d'action de qualité. Le film est réalisé par Navot Papuchado et nous raconte l'histoire d'une jeune femme tueuse à gages, dont la mère était également tueuse à gages, qui va se retrouver à aider entre guillemets une cible puisque la fille d'un homme a été kidnappée, elle lui tire dessus et lui dit que sa fille est en très grand danger et elle va prendre sur elle de vouloir sauver cet enfant, se mettant bien évidemment à dos son organisation qui va vouloir la tuer. Alors c'est rien d'original, moi le manque d'originalité dans un film ne me dérange pas tant que c'est bien fait. Et là quel putain de calvaire ce truc. Ce truc, c'est la mort du fun, quoi. Ils essaient de donner une espèce d'ambiance un peu comics, un peu bande dessinée, avec une colorimétrie assez appuyée, une espèce de look un petit peu comics, bande dessinée. Mais ça fonctionne absolument pas parce que le tout est extrêmement laborieux. Les scènes d'action sont... ça donne pas envie, c'est mou. Il n'y a que l'espèce de fight au début dans le bowling qui fait illusion, mais le reste est extrêmement laborieux. C'est un espèce de sous John Wick, comme je l'ai dit sur Twitter, qui est vraiment chiant comme la mort. Je comprends pas comment on peut avoir envie de faire un film d'action soi-disant généreux et fun et t'accouches de ça, quoi. C'est lamentable, l'univers est naze, mais les personnages principaux ne sont que des femmes. Je sais pas ce que c'est censé apporter.
On a en plus la pauvre Michelle Yeoh qui est là et qui est sous-exploitée et qui de toute façon, ça se voit qu'elle s'emmerde. De toute façon, il n'y a rien à faire avec ses rôles, avec aucun des rôles du film. Il n'y a quelque chose d'intéressant à faire. Non, c'est vraiment laborieux, c'est nul. Je me suis franchement emmerdé. C'est vraiment... Je sais pas si vous souvenez du film d'action avec Owen Wilson, là. Comment c'était ce truc, là, où il mangeait des carottes, là. Enfin, c'était ça. Ça, c'était bien plus fun. Et voilà, ils essayent de recopier un peu un espèce d'univers à la John Wick où ces nouveaux pseudo-films d'action assez fun, assez violents, assez inventifs dans leurs scènes d'action. Mais là, ça se plante à absolument tous les niveaux. Au casting, on a Karen Gillan, mais surtout Lina Headey, qu'on connaît de Game of Thrones, mais surtout que moi, j'avais vu l'année dernière dans The Sarah Connor Chronicles, et je vais en profiter pour toucher un petit mot sur la série. À ce jour, je n'ai vu que la première saison, mais j'avais été vraiment très 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 agréablement surpris. Alors à savoir que moi, je suis quand même assez fan de Terminator, du 1 et du 2, qui sont évidemment, ça sert à rien que je le dise, mais des énormes gros classiques du cinéma. Le 3 a ses qualités, mais aussi ses défauts. Terminator Renaissance, le 4, était plutôt prometteur et annonçait une trilogie qui pouvait être vraiment très très intéressante, mais qui malheureusement n'a débouché sur rien. Genesis est une catastrophe et Dark Fate, j'avais plutôt été modéré dans ma critique de l'époque, mais à la revoyure... c'est vraiment une espèce de catastrophe, même si je sauverais peut-être 2-3 choses de plus que dans Genesis. Et donc, dans The Sarah Connor Chronicles première saison, on a tout ce que les suites à Terminator 2 ont quasiment toutes échoué à faire, c'est-à-dire à rendre les personnages attachants, même si dans Terminator 3, ça va encore, je trouve. Mais dans Sarah Connor Chronicles, on a plusieurs scènes qui concernent John, que je trouve vraiment très très intéressantes et qui approfondissent bien le personnage. On a par exemple une scène où il va au lycée, sous une fausse identité bien évidemment, et il va être témoin du suicide d'une jeune femme qui est perturbée psychologiquement. Et il va y avoir ce dialogue entre sa mère et lui par la suite, où John va dire « À quoi ça sert que je sois le pseudo-sauveur du monde si je peux même pas empêcher un suicide ?» Et je trouve que ça va bien, ça approfondit bien les tourments et les questions que se pose le personnage, puisque la série se déroule après Terminator 2, mais que voilà, on va s'apercevoir que bien évidemment l'apocalypse des machines va arriver. Mais je trouve vraiment ces quelques épisodes vraiment bien gérés. Bon, alors c'est bien évidemment fait avec les moyens du bord. On a une Terminatrice qui vient protéger John. Mais j'ai trouvé qu'il y avait bien plus d'idées et de cohérence dans cette première saison que dans beaucoup de suites qui ont été faites. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion d'y jeter un œil, The Sarah Connor Chronicles a été pour moi l'année dernière plutôt une très bonne surprise. Disponible sur Amazon Prime, Jolt, réalisé par Tanya Wexler avec Kate Beckinsale et Jay Courtney, qui confirme avec ce film que c'est l'un des pires acteurs du monde. Putain, c'est chaud quoi, c'est chaud. Qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui a des pulsions de colère absolument incontrôlables, qui lui ont, à chaque fois qu'elle voit une injustice ou qu'elle est contrariée, elle défonce tout ce qui bouge. Et qui va se retrouver emmêlé à enquêter suite à la mort d'un homme qui avait réussi un petit peu à calmer un petit peu ses problèmes et à gagner sa confiance. Il va se retrouver assassiné et elle va partir en guerre contre une organisation criminelle. Et là aussi, c'est la mort du fun, ce truc. Déjà, je trouve l'introduction, avec toute l'exposition de l'héroïne principale, extrêmement laborieuse. Ça raconte, ça explique, ça va d'année en année, je trouve ça vraiment très laborieux. Et pareil, le film, il abandonne son concept au bout de 30 minutes, c'est-à-dire que la jeune femme qui va être une espèce au départ, une femme complètement enragée qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions, au final, ça va être une nana extrêmement badass qui va savoir se battre, mettre la misère à des gros bonhommes. Et voilà, cette espèce de truc avec sa colère, c'est vraiment sous-exploité, je trouve. C'est là aussi très laborieux dans son déroulement, dans ses scènes d'action.
avec les personnages t'as un couple de flics qui enquêtent là, notamment avec un des personnages, c'est celle qui joue dans le Orange is the New Black, là, l'actrice transsexuelle. Je sais pas si j'utilise les bons termes, autant pour moi si jamais je fais une erreur. Et là pareil, c'est extrêmement laborieux, ça essaie de se donner à la fois un air faussement cool et un air faussement subversif, putain j'ai du mal aujourd'hui, parce que je suis fatigué. Et voilà, on a une scène où elle est dans un hôpital, dans une maternité, où t'as plusieurs bébés dans des berceaux, et elle va les lancer à la flic pour trouver un moyen de s'échapper. Voilà, c'est faussement subversif, tout ça, ça veut se donner un genre, mais au final c'est tellement propre, tellement fade, tellement oubliable, tellement vain, tellement creux, c'est vraiment nul. Ne perdez pas les 1h31 de votre vie que ce film vous réclame. Puisqu'on est dans l'éclatage de bébé entre guillemets, j'ai vu également un film d'horreur indonésien, et vous savez que j'adore ça, Satu Suro, réalisé par Anggi Umbara, et qui va nous raconter l'histoire d'un couple dont la femme est sur le point d'accoucher, qui va se retrouver perdue dans une clinique hantée. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que je trouve qu'ils ont réussi vraiment à mettre des images sur, vous savez, les cauchemars, ces scènes d'horreur assez intenses qui vont représenter les cauchemars qu'on peut tous faire. Par exemple, il y a une scène où l'héroïne donc va se retrouver à continuellement arriver dans la même pièce avec quelques cadavres qui sont allongés sur des tables froides là. J'ai oublié, putain, je travaille à l'hôpital et j'ai oublié comment ça s'appelait, je suis vraiment fatigué. Et cette scène va se répéter 3-4 fois, c'est vraiment le truc de répétition en fait qui va donner cet aspect cauchemar. Et il y a aussi également une scène que j'ai trouvé vraiment assez viscérale, même si pas très bien fait, faut bien l'admettre, ça sort un petit peu du truc. On a cette scène où la mère enceinte va se réveiller et va commencer à se retirer des cheveux qu'elle a dans la bouche et des morceaux je crois qu'il y a une lame de rasoir à un moment donné. Et à un moment donné, elle va se retrouver à vomir son bébé, mais vraiment vomir le bébé. Et c'est vraiment une scène de pur cauchemar. Et bon, même si c'est pas extrêmement bien fait, ça donne quelque chose de très viscéral, de très angoissant. Je trouve que le film gère plutôt bien son angoisse. Les personnages sont bien interprétés. L'histoire est assez basique. Quand ça se passe pas dans une grande maison abandonnée, là ça se passe dans une clinique hantée. Mais voilà, si ça ne révolutionne rien, si ça n'invente pas l'eau chaude, je trouve que l'intensité que les Indonésiens mettent dans leurs films, ça compense un scénario peut-être déjà vu et quelques effets un petit peu convenus, un petit peu classiques. C'est vraiment extrêmement efficace et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié Satu Suro. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Ça mérite clairement d'y jeter un œil si vous aimez l'horreur indonésienne. The Deep House, réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury, qui avaient déjà proposé au public leur infâme Leatherface, là, qui était absolument abject, que j'avais vraiment détesté, et je me suis lancé dans le visionnage de The Deep House vraiment à reculons. Au final, je trouve que c'est un film d'horreur correct, qui va nous raconter l'histoire d'un couple fan d'Urbex. Alors moi, l'Urbex, ça me parle. Il y a une petite quinzaine d'années, je m'y suis un petit peu essayé. Hein. Ça me manque un peu d'ailleurs, mais bon, ça y est, je suis pas en condition physique pour le faire. Et donc, un couple qui va avoir vent d'une maison sous l'eau, qui serait soi-disant à explorer pour tous les fans d'Urbex, mais évidemment, la maison va se révéler hantée. Alors, le film est quand même plutôt bien réussi au niveau technique. C'est quand même, on va dire oui, assez original, une maison hantée sous l'eau. Sauf que pour moi, le film rate quelque chose. C'est-à-dire que c'est une maison hantée qui se retrouve submergée par l'eau, qui est sous l'eau, et non pas une maison qui va se retrouver submergée par l'eau et qui va être hantée. Je ne sais pas si c'est très clair du coup, mais voilà, je trouve que le film a un concept plutôt fort, mais qui va juste au final être une maison hantée sous l'eau et non pas une maison sous l'eau hantée. Je sais pas si c'est... voilà. Je pense pas que ça vous aide beaucoup dans ma réflexion, mais moi je vois ce que je veux dire. C'est un film d'horreur que j'ai trouvé plutôt correct, avec quelques scènes assez malaisantes, mais qui va au final être un peu trop bavard dans son dernier acte au niveau des explications de pourquoi il se passe ça. Et même s'il va y avoir quelques scènes assez intenses, j'ai trouvé que ça manquait un peu de punch par moment, malgré une fin plutôt couillue,
qui va avoir un setup, en fait, qui débouche, qui est le résultat d'un setup payoff que je trouve plutôt intéressant, qui va avoir lieu au tout début du film, qui va mettre en question l'héroïne, et ça va avoir une conséquence sur le final. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai également rattrapé La Nuée, réalisé par Juste Philippot. Ah, je peux pas. Ah bon, il a pas de prénom. Ouais, je suis vraiment désolé. C'est plus fort que moi. Qui va nous raconter l'histoire d'une femme qui gère un élevage de sauterelles, qui va être vraiment en très grande difficulté, difficulté financière, parce que ça marche pas du tout, et qui va un jour avoir un accident et s'apercevoir que ces sauterelles, elles aiment bien le goût du sang, n'est-ce pas? Et qui va déboucher sur évidemment plusieurs choses, puisqu'elle va se retrouver prise dans un engrenage assez terrible. Un film que je trouve extrêmement réussi, très très intense et très bien interprété. Je trouve que tout le casting est vraiment brillant. Le film va grimper en intensité au fur et à mesure que l'élevage va gagner en volume. Et on va avoir une ambiance vraiment très très oppressante et très très malsaine. Alors je dirais pas qu'on est tout à fait dans le body horror, mais voilà, si vous avez du mal avec les insectes et tout, il y a quelques scènes qui vont vous faire grincer des dents. Ça a été le cas, notamment pour moi, sur 2-3 scènes. Voilà, c'est un film que je trouve qui a une très très bonne maîtrise, qui est vraiment un très bon film de genre, et je vous invite vraiment à le découvrir. Tout comme Teddy, que j'ai rattrapé aussi, qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme dans un village un petit peu paumé en France, qui va un jour être attaqué par un loup-garou et se transformer en loup-garou. Alors j'avais lu plusieurs critiques et même je crois l'accroche sur l'affiche qui disait que c'était une comédie d'horreur. Alors j'ai pas forcément vu où était la comédie, parce que s'il y a 2-3 scènes qui prêtent à sourire effectivement, j'ai trouvé le film extrêmement sombre en fait, extrêmement triste, et j'ai ressenti énormément d'empathie pour le personnage principal, qui est un jeune adolescent un peu perdu, qui a des rêves plein la tête, mais qui n'a pas forcément toutes les clés en main pour réussir, qui a une vie un petit peu merdique, qui travaille dans un salon de massage avec une patronne qui est un petit peu chelou. J'ai trouvé que c'était un film pas forcément très drôle, mais extrêmement touchant et extrêmement émouvant, et qui était formidablement joué déjà par son interprète principal, Anthony Bajon, qui je trouve fait une excellente performance. Franchement, bravo à lui, il a vraiment donné vie à un personnage extrêmement attachant. Et j'ai aussi énormément apprécié la performance de l'acteur qui joue Pépin, qui je trouve dans sa dernière scène m'a bouleversé, mais vraiment je m'y attendais vraiment pas. J'ai trouvé le personnage déjà très très juste, très crédible, très touchant un petit peu, parce qu'on sent que c'est un homme un petit peu, il interprète un homme en tout cas, un homme de la campagne on va dire. Mais son interprétation dans la dernière scène m'a vraiment énormément bousculé, énormément touché. Et Teddy surtout, c'est un film qui a des scènes vraiment assez dures à soutenir, notamment le coup des poils sur la langue là, ou le poil dans l'œil, ou la scène entre Teddy et sa patronne là. J'étais un petit peu en mode j'ai un peu de mal à regarder là. Donc oui, c'est un film que j'ai trouvé plutôt assez intense, notamment dans son dernier acte, qui m'a un peu fait penser à tous ces sentiments quand t'es un jeune ado et que t'as la rage contre énormément de personnes. T'as juste envie de t'enfermer dans un local avec eux et de leur faire la misère. Et je trouve que le film réussissait brillamment à mettre ça en scène. J'ai vraiment été particulièrement séduit par Teddy. S'il est au cinéma et que vous avez un pass sanitaire, je vous invite vraiment à aller le découvrir. J'ai vraiment trouvé que c'était un excellent film. J'ai également rattrapé sur Netflix le film de Douglas Attal, Comment je suis devenu un super-héros. Et là aussi, c'est le mot de cette vidéo, ça peut être laborieux. C'est l'histoire d'un monde dans lequel les super-héros font partie intégrante de notre quotidien, et un flic qui va se retrouver à enquêter suite à des adolescents qui se retrouvent avec des pouvoirs, mais ça serait peut-être lié à une drogue. Il y a quelques bonnes idées, notamment en ce qui concerne le méchant. C'est au niveau de la mise en scène, c'est laborieux. Au niveau des scènes d'action, notamment la scène du parking qui est affreuse de mollesse, mais vraiment, il n'y a aucune intensité. Pareil, dans la résolution, dans le final, c'est très mou. J'ai pas trouvé que les acteurs jouaient très bien.
J'ai bien aimé la perf de Vima Laponce, mais Leila Bekti et Benoît Poulvorde, je trouve qu'ils servent à rien, ils sont à l'ouest. Au niveau de la narration, j'ai trouvé ça extrêmement ennuyant aussi. Enfin bref, j'ai vraiment l'impression, enfin c'est même pas une impression, j'ai perdu mon temps. C'est vraiment, je crois que sur Sens Critique, j'ai dû mettre 1 ou 2. Voilà, pour moi c'est vraiment nul et je serais vraiment vénère d'avoir été voir ça au cinéma, hein, parce que ça mérite clairement pas le prix d'un ticket, à mon sens bien évidemment. On reste sur Netflix puisque je me suis fait la trilogie Fear Street, 1994, 1978 et 1666. Alors au début j'avais peur que ce soit un pur produit pour ados calibré Netflix, et au final j'ai été plutôt très agréablement surpris. J'ai trouvé que les trois, c'est un grand film de 6 heures, hein, enfin de 5 heures, c'est 5h30, 6 heures, qui est coupé en trois films. J'ai trouvé que la trilogie était vraiment assez sympa. L'histoire plutôt bien racontée et bien interprétée par ces actrices, parce que les rôles sont principalement féminins. Il y a quelques scènes gore aussi bien douloureuses qui m'ont bien plu. J'ai trouvé le concept assez sympa, même si au début du deuxième film, je me suis assez rapidement douté que on allait avoir quelques rebondissements dans le final, et effectivement c'est ce qui se passe. Mais dans l'ensemble, la trilogie se suit vraiment très très bien. J'ai vraiment passé plutôt un bon moment. En plus, ils en sortaient un tous les vendredis. Ça crée une espèce de hype d'attente qui était plutôt sympathique. C'est plutôt maîtrisé. Et au final, bon, il y a quand même quelques grossières erreurs, je trouve, dans la narration, notamment le final du 3, où tu vois le livre de la sorcière qui est laissé là, comme ça. Et évidemment, t'as une main une main qui l'attrape et ça coupe là-dessus. Franchement, voilà quoi. On est également dans une production Netflix récente, donc il y a forcément une romance lesbienne qui est quand même plutôt bien traitée et plutôt attachante. J'ai passé un très bon moment dans cette trilogie. Et si vous l'avez pas vu, que vous étiez un petit peu réticent, je vous invite quand même à la visionner, parce que j'ai personnellement passé plutôt un bon moment. C'est assez bien réalisé, assez violent parfois. Et même si ça révolutionne rien, il y a clairement moyen de s'amuser. Et je tiens à dire que le casting féminin est de toute beauté, n'est-ce pas? J'ai également vu le film chinois Old Stone, réalisé par Johnny Ma, qui va nous raconter l'histoire d'un chauffeur de taxi qui va un jour être impliqué dans un accident. Il va renverser un mec en moto et va se retrouver pris dans un engrenage judiciaire et financier assez terrible, puisqu'il va prendre en charge tous les frais médicaux de la victime, par conscience, par honnêteté, mais ça va l'entraîner dans un enfer, une descente aux enfers assez incroyable. J'ai trouvé le film vraiment très intense, très bien interprété, avec un côté vraiment inexorable dans le cauchemar que va vivre le héros. C'est très bien réalisé. C'est vraiment cette Chine qui est mise en valeur en valeur entre guillemets, parce que le film est quand même assez grisâtre, assez sombre dans son ton et dans sa mise en scène. Mais voilà, ça donne une ambiance vraiment urbaine, mais vraiment très bétonnée, très grise, très sombre, un petit peu sordide, je dirais. Et le film est vraiment une bonne réussite. C'est un drame social que j'ai trouvé vraiment très très bien mené, qui va être surprenant jusque dans son déroulement final. Donc je vous invite vraiment à découvrir. Pour moi c'est une petite pépite. C'est édité par Spectrum Film. Encore une fois, merci à eux. Ils ont vraiment un catalogue qui s'enrichit de jour en jour avec beaucoup de films très très intéressants comme ce Old Stone. J'ai également vu 35 Roms de Claire Denis, qui va nous raconter l'histoire d'un père et de sa fille qui vivent leur petite vie ensemble. Ils ont leur petite routine, ils sont heureux. Et voilà, la jeune femme est devenue une jeune femme, hein, n'est-ce pas? Et va commencer à vouloir faire sa vie. Et ça va remettre un petit peu en question leur équilibre. C'est un film que j'ai trouvé très touchant, très juste, qui va vraiment mettre en avant la nostalgie, parce qu'on va avoir cet homme donc qui est conducteur de RER et qui va voir un peu sa petite vie paisible se voir bouleversée par quelque chose d'inévitable, hein, c'est-à-dire les enfants qui grandissent. On va être dans une ambiance vraiment très nostalgique, très tendre, mais très très triste aussi, j'ai trouvé. Notamment la scène du départ à la retraite d'un des collègues du héros,
que j'ai trouvé très poignante. C'est un film qui est vraiment très juste dans ses émotions et dans le jeu des acteurs qui est très sobre et très réaliste. C'est vraiment un excellent film que je vous invite à découvrir. Si voilà, je crois que c'était mon deuxième ou mon troisième Claire Denis. C'est vraiment une réalisatrice qui me parle beaucoup dans la simplicité et l'authenticité de son cinéma. Bon, je l'avais déjà dit, mais ça fait plusieurs films que Nicolas Cage est en état de grâce après s'être aventuré dans le genre avec Mandy, Color Out of Space, Mum and Dad et Willy's Wonderland, bien évidemment, dédicace à Gilles Morgan. Il nous revient, enfin, il continue sur son excellente lancée, mais vraiment, avec Pig, réalisé par Michael Somasky, qui nous raconte l'histoire d'un homme qui vit reclus un petit peu dans les bois avec son cochon truffier, qui mène une existence paisible et solitaire, et qui va un jour voir son cochon se faire kidnapper. Voilà, alors un pitch qui peut prêter à sourire. Et comme l'a dit Mireille, si on s'attendait vraiment à peut-être un John Wick-like, pas du tout. On est dans un j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais le film ne va pas du tout être un film d'action, ça va plus être un drame social, mais vraiment extrêmement émouvant. Nicolas Cage effectue une putain de performance. Il m'a pas bluffé parce que je sais que c'est un excellent acteur, quoi que tout ce qu'on puisse dire sur lui et toute l'espèce de jeu qu'il y a autour de Nicolas Cage ces dernières années. Et là, putain, il m'a bluffé une fois de plus. Il joue un homme dévasté par un drame, qui est tout crasseux, tout sale, qui est bedonnant et tout, et qui vit reclus, et qui mène sa petite vie dans les bois avec son cochon truffier qu'il aime de tout son cœur. Et on va le suivre dans sa quête pour retrouver son cochon. Et voilà, on va le voir déambuler dans une ville où on sent qu'il est pas du tout à sa place. Mais ce qui est vraiment fort avec le film, c'est qu'il va vraiment avoir des séquences vraiment extrêmement forte, notamment une scène dans un restaurant où il va avoir toute une conversation avec un chef cuisinier qui était autrefois un de ses apprentis, parce que Nicolas Cage joue un ancien chef cuisinier. Et il va y avoir cette scène que j'ai trouvée vraiment extrêmement forte, où il regarde son ex-employé qui est devenu chef et il lui dit mais pourquoi tu te soucies de ces gens, de tes clients et tout, ils sont pas réels, toi non plus t'es pas réel, qu'est-ce que tu voulais faire à l'avenir? Alors le mec lui dit bah moi j'avais pour projet de faire un pub et tout, mais bon, je savais. Nicolas Cage juste le regarde et lui dit oui, mais tu l'as pas fait au final. Regarde, je peux pas vous spoiler toute la scène ni même correctement vous la raconter, mais c'est une scène que j'ai trouvée vraiment très très intense et vraiment très juste et vraiment triste et vraiment très très poignante. Et notamment, il y a une scène dans le final qui a failli me faire chialer, mais vraiment, pour ceux qui ont vu le film, hein, dont Mireille, voilà, vous savez de quelle scène je parle, j'ai trouvé la performance des deux acteurs vraiment... Même là, je sens du mal à bien vous l'expliquer, à bien vous la retranscrire, et je vais pas le faire de toute façon. Je vous invite vraiment à découvrir Pig, qui est, pour moi, je pense que ça va être dans mon top de l'année, parce que c'est vraiment un film... typique si on peut dire, et une excellente performance de Nicolas Cage, vraiment c'est waouh. C'est un film qui vraiment m'a énormément touché dans ses thématiques, qui est je trouve extrêmement brillant, extrêmement sobre, mais extrêmement triste aussi. C'est un film où l'ambiance est vraiment lourde et vraiment pesante, mais sans vraiment non plus tomber dans le pathos exagéré. Je trouve que le film a un très très bon équilibre entre ce pitch de départ qui peut clairement faire sourire et le résultat final. Vous voyez, il y a un monde d'écart, et le film est vraiment pour moi une petite pépite que vraiment je vous invite à découvrir. Bon bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je suis un peu parti dans tous les sens, entre le coup de gueule du début, la pluie, regardez maintenant il fait un grand soleil, hein, ça éclaire bien. Voilà, c'était les quelques visionnages que j'ai fait ces derniers temps. Bon bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez vu les films dont je parle. Je ne sais pas si je vais faire une pause pour les vacances, hein. Moi je travaille tout le mois d'août, donc bon, je pense qu'il y aura encore quelques vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je pense quand même que je vais essayer de faire un live ou deux que je devais faire pour les 2 ans de la chaîne, qu'au final j'ai pas fait, hein.
Donc voilà, je pense qu'il y aura quelques annonces jusqu'en septembre, quelques vidéos comme ça un petit peu à l'arrache qui sortiront. Voilà, dites-moi si ce format vous plaît, là où j'aborde pas mal de films, plutôt que de faire une vidéo par film à chaque fois. Là, ça me prenait trop de temps et ça me bouffait trop la tête. Là, voilà, ça m'a demandé 1 heure de tournage, toujours à l'arrache avec mon petit téléphone et mon petit éclairage de merde. Mais voilà, j'essaye de toujours rester dans cette simplicité et cette authenticité que j'essaie de donner depuis le début, juste de transmettre ma passion et de parler de cinéma, correctement ou pas correctement, hein, c'est à vous de me le dire. D'ailleurs, on est 680 sur la chaîne, merci beaucoup à tous mes abonnés, même ceux qui regardent pas les vidéos, qui sont juste abonnés comme ça, et ceux qui commentent régulièrement, merci à tous pour le soutien. Et bah voilà, hein. Rien de particulier, on va voir comment l'été se déroule, comment la rentrée s'amorce, et puis de toute façon on sera toujours là pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Dit le mec qui n'a parlé que d'un film asiatique dans sa review de... Enfin bref. Ciao.